Allez, allons-y. On y va? Bonjour, bonjour à tous. Un petit propos introductif qui permettra aux autres participants et inscrits de se connecter à ce nouveau webinaire. Webinaire qui concerne le sujet des 3 R et de leur intégration dans un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés. Et ce webinaire, il s'inscrit dans l'animation que mène la région et différents partenaires, l'animation du réseau du service de prévention et de gestion des services publics de prévention et de gestion des déchets. Là, c'est plus spécifiquement un webinaire sur un parcours qui concerne les PLPDMA. On en avait effectué un en avril qui concernait plus comment élaborer un PDMA, soit en régie, soit en bureau d'études, soit en collectif, avec des retours d'expérience de certains territoires qui avaient, entre guillemets, essuyé les plâtres et puis aller à l'essentiel et passer, entre guillemets, par-dessus peut-être le cadre réglementaire. Et on s'était vraiment appuyé sur ces retours d'expérience pour lui donner corps. On vous avait adressé un petit, enfin non, un questionnaire pour recueillir de votre part des expériences un peu emblématiques sur tous les grands axes d'action des programmes locaux de prévention. Et on a commencé par cette thématique 3R, parce qu'on avait entre guillemets pas mal de matières, parce que c'est une communauté 3R, un écosystème particulier entre toutes les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, réseau des ressourceries, recycleries et différents acteurs, très cosmopolite. Et il y a déjà une communauté qui était animée par Prisca, votre servitrice, l'ADEME avec Florence Huc et l'ACRES avec Florence Huc et Perrine de l'ADEME, et avec l'ACRES, j'ai oublié son prénom, si tu peux le rappeler, Prisca. Oui, c'était son nom m'échappe, ça va revenir. Louise Barrault, pardon. Voilà, Louise Barou, et qui animait donc cette communauté des acteurs pour mieux faire connaître le sujet des 3R, mieux savoir en parler, mieux faire de liens entre tous ces acteurs, comme je l'ai dit, cosmopolite. Et là, ça s'inscrit aussi dans cette communauté pour mieux faire connaître le sujet des 3R, leur écosystème, de quoi on parle, et toutes les ressources d'informations qu'on peut avoir à disposition et que là, Prisca va vous présenter un peu plus dans le détail, accompagné aussi de quelques interventions d'acteurs que l'on cite à travers cette présentation. Voilà, Prisca, je pense avoir fait le tour du propos introductif. Je te cède la parole et je vous prie de l'excuser, mais on est sur un sujet économie de ressources, et elle a peut-être un peu besoin d'économiser sa voix qui est un peu, un peu fatiguée, quoi. Voilà. Donc, je vous remercie par avance et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Donc je ne rappelle pas les règles du webinaire que maintenant tout le monde maîtrise très bien. On les a quand même laissées. Donc Bruno a un peu retracé un peu l'historique. Donc, pour ceux qui ne sont pas déjà connectés sur la communauté du service public de gestion des déchets, n'hésitez pas à vous inscrire sur Cyclope. Comme ça, vous aurez accès aux différents supports qui sont présentés et vous pouvez aussi collaborer entre vous, mettre des documents, échanger. Il y a des forums qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas également à partager vos agendas sur Cyclope. On a rapidement parlé des événements extérieurs, donc il y en a quand même un certain nombre. Pour la plupart, ils sont disponibles sur Cyclope. Vous pouvez retrouver les replays et ou les supports s'il y a des sujets que vous voulez revoir ou si vous avez éventuellement raté des événements. Ce support aussi sera également disponible, il est même déjà disponible sur la communauté SPGD de Cyclope. Donc, effectivement, donc Bruno l'a cité, on voulait vraiment insister sur les PLPDMA puisque c'est quand même le sujet prévention des collectivités qui nous semble très important. On avait déjà évoqué les différents sujets de pourquoi faire un PLPDMA. Donc, on va essayer de ne pas rentrer dans le détail aujourd'hui,
parce que le support est assez lourd. Il est effectivement issu d'un travail qui avait été fait par le groupe 3R. Et l'objectif, c'était de comment est-ce qu'on pouvait, en tant qu'acteur des 3R, aller vers les collectivités pour les sensibiliser au sujet et les encourager à faire des actions dans le cadre des 3R. Et bien entendu, ça correspond bien aux différents objectifs des PLPDMA. Ça, Bruno en a parlé. La communauté, on vous a aussi évoqué cette communauté. Et donc, comment est-ce que le sujet du jour, comment est-ce que le réemploi, la réutilisation et la réparation peuvent être intégrés dans un PLPDMA? Donc, pourquoi encourager les 3R? Donc, ça répond à différents objectifs. D'abord, l'objectif de réduction des déchets. Ensuite, ça contribue aussi à réduire les coûts de traitement, bien entendu. S'il y a moins de déchets, il y a moins de coûts. Il y a aussi un impact important par rapport aux emplois locaux qui sont non délocalisables quand on développe des 3R. Ça permet aussi bien souvent d'apporter des solutions aux populations les plus fragiles pour avoir accès à des biens et des services à des tarifs plus bas que le prix d'objets neufs. Ça permet aussi de créer du lien social, d'encourager l'innovation, de valoriser le territoire et puis de contribuer également à la protection de l'environnement. Le coût de traitement des déchets, vous maîtrisez ça par cœur. Je ne vais pas vous en reparler, mais c'est vrai que quand on veut discuter avec des élus, c'est quand même un élément important qu'on rappelle régulièrement quand on parle d'optimisation. Bien entendu, la question du coût des déchets est à prendre en compte. Alors, quand on avait travaillé sur le sujet des 3R, on avait un peu fait des recherches sur d'autres régions et on avait trouvé cette infographie qui avait été faite par Trocanton en Pays de Loire, qui permet un peu d'expliquer quels sont qu'est-ce que l'économie circulaire permet de générer sur le territoire. Donc, aussi bien en termes d'activité économique, d'emploi local, d'économie locale, de vie sociale, préservation de l'environnement et puis dynamique du territoire. Donc là, en fait, c'est des choses qui ont été chiffrées avec une action qui s'appelait une éco-recyclerie, qui est une recyclerie. Donc, ça permet de mesurer là, vraiment sur l'ensemble des spectres qui ont été présentés, quels sont les impacts locaux possibles. Donc, ça peut être un bon exemple à reciter. Alors, bien entendu, dans les arguments, on a aussi un contexte réglementaire, puisqu'on a différentes lois qui encouragent les 3R. Donc, la loi NOTRe, la loi pour la croissance verte et la loi AGEC. Donc, je ne vais pas vous refaire les différentes obligations des différentes lois. L'idée, c'était juste d'avoir ça en tête, sachant que objectif de réduction des déchets, avec en ordre de préférence dans la hiérarchie des normes de traitement, la prévention. Encore un argument pour les 3R. Bien entendu, si vous avez des questions, si vous avez des interventions, n'hésitez pas à intervenir, soit en levant la main, soit en posant une question dans le chat. Hein. Donc également, là, on a la loi sur le gaspillage alimentaire qui a été, et l'économie circulaire qui est aussi également très en faveur des 3R. Donc là, vous avez tout un argumentaire sur les différents objectifs sur la prévention, aussi bien sur la consommation, sur l'empreinte écologique, sur les déchets, sur tout ce qui est emballage, etc., etc. Éducation à l'environnement et lutte contre l'obsolescence programmée. Et puis donc les articles plus particulièrement sur réemploi et réparation, notamment en lien avec l'information des consommateurs sur tout ce qui est durabilité, réparabilité, réemploi possible. Et puis aussi des grands chantiers comme l'indice de réparabilité, les pièces détachées, le fonds dédié sur la réparation et le réemploi, etc., etc. Donc il y a quand même maintenant un panel juridique qui quand même soutient de manière assez importante la question du réemploi. Donc sur l'indice de réparabilité, vous pouvez retrouver là une petite infographie qui explique ce que c'est, d'où ça vient et comment est-ce que on peut encourager les concitoyens qui sont sur chacun des territoires à prendre en compte ces éléments dans leurs achats. Également sur le fonds de réparation donc qui se met en place. Donc la loi AGEC, les décrets qui sont en train de se mettre en place tout doucement. Donc c'est vrai que c'est encore pas tout à fait complètement maîtrisé aujourd'hui, mais c'est en train de vraiment s'établir. Là, les éco-organismes comme Écologique et Écosystème font les recensements actuellement des acteurs qui vont pouvoir en bénéficier.
Alors, vous pouvez retrouver aussi dans ce support des éléments de définition. Bon, je vous épargnerai la définition de l'économie circulaire, mais c'est vrai que c'est parfois important de le rappeler parce que les différentes définitions entre réemploi, réutilisation et réparation sont parfois un peu pas forcément toujours très claires. Avec le recyclage, souvent dans des discours, c'est pas forcément très connu par tout le monde, en tous les cas pas par le grand public. Donc on a mis dans ce support un rappel des différentes définitions pour bien comprendre de quoi on parle à chaque opération. Avec la distinction entre réemploi et réutilisation. Avec aussi une petite infographie qui a été issue d'un document de l'ADEME. Et toujours notre devise: «Le meilleur déchet est celui, qui n'est pas produit». Donc bien entendu, encore un encouragement à tout ce qui est réemploi, réparation et réutilisation. Alors sur, le réemploi, on a fait un peu état des lieux, de l'évolution, sur plusieurs années. Donc ça évolue, tout doucement, mais c'est vrai qu'on a encore de larges marges de manœuvre, de progression, pour que ce soit beaucoup plus, étendu. On a même un détail, par différents secteurs où là, on voit que c'est très différent suivant les secteurs. Donc il y a des secteurs sur lesquels c'est quelque chose qui est déjà en pratique depuis plusieurs années. Par exemple, sur l'automobile, il y a par contre des secteurs où c'est quand même, encore, largement, il y a encore de très grandes marges de manœuvre. Par exemple, sur l'équipement informatique, ça a même plutôt baissé ces derniers temps. Donc on voit qu'il y a quand même, beaucoup de choses à faire sur ces secteurs-là pour que ça puisse se développer. On a ensuite dressé une sorte de panorama des différents acteurs, qui agissent, dans le domaine. Donc des grands types d'acteurs, les éco-organismes, les syndicats et fédérations, les, structures de l'ESS et de l'insertion par l'activité économique, les consulaires et puis, de nombreux autres acteurs privés qui interviennent. Donc là, vous avez un peu une petite présentation, des différents types d'acteurs et de, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils font. Là, vous retrouvez un petit peu la chaîne qui présente les différentes REP, dont s'occupent les différentes, éco-organismes. Et on voit que donc c'est en train de se mettre en place, sur un certain nombre de nouveaux secteurs, qui posent aussi d'autres questions, dans le cadre, de la gestion des déchets, mais ce n'est pas le sujet du jour. Vous avez aussi donc, les grands syndicats, qui interviennent sur ce sujet, qui sont présentés. Et puis il y a des acteurs, là par contre qui sont plus, sur le territoire, donc des recycleries, donc qui visent donc à récupérer, valoriser, réparer des biens qui ont déjà été, utilisés une première fois, et qui font l'objet de contrôles, de nettoyage, éventuellement de réparation si besoin, pour être ensuite revendus à des tarifs, plus intéressants que sur du neuf. Et donc la distinction entre les recycleries et les ressourceries qui, elles, sont sur l'ensemble des flux, quels que soient les types de matières. Et donc on avait changé le logo. Maintenant le réseau des ressourceries s'est étendu également aux recycleries, pardon. Du coup, le réseau est beaucoup plus nombreux. Le chiffre n'a pas été changé. Est-ce que veuillez m'en excuser? Il faudra qu'on corrige ça. Et donc bien souvent, ce sont, donc des structures, aussi bien les recycleries que les ressourceries qui sont issues, de l'ESS et bien souvent de l'insertion par l'activité économique. On a également les Repair Café et Café Bricole, donc il y en a quand même plus d'une vingtaine en Occitanie. Donc c'est aussi des acteurs qui interviennent sur le sujet. Et puis des acteurs qui sont plus, d'envergure nationale et qui sont aussi présents sur le territoire, Emmaüs, Le Relais et cetera. Au niveau de la sensibilisation, on a cité là que les grands réseaux régionaux qui sont le GREN et l'UR CPIE, mais bien entendu, ils fédèrent de nombreuses structures qui existent sur le territoire. Donc si jamais vous ne connaissez pas forcément toutes les structures d'éducation à l'environnement, vous pouvez consulter le GREN ou les CPIE, pour le CPIE pour, connaître les acteurs, sur votre territoire. Et puis également de nombreux autres, acteurs privés, qui existent. Au niveau des autres réseaux, on en a cité quelques-uns. On a Envie, qui commence à avoir plusieurs, installations sur le territoire, donc qui rénove et qui revend des appareils électroménagers à petit prix.
Vous avez aussi le recyclage, qui est un réseau d'ateliers de vélo participatif et solidaire, ou Tissons la solidarité, qui fédère des structures sur le recyclage du textile. Dans les acteurs, on peut aussi citer les Fab Labs, et il y en a quand même plus d'une trentaine en région, donc qui mettent à disposition des outils et des machines pour pouvoir permettre au public de venir réaliser des objets, mais également éventuellement fabriquer des pièces pour réparer quelque chose qui existe déjà. On voulait aussi citer l'opération Réparacteur de la Chambre des métiers. L'objectif est de permettre d'identifier les artisans qui, qui font de la réparation et donc qui mettent en avant l'acte de réparer plutôt que d'acheter quelque chose de neuf. Donc, qui sont bien entendu des acteurs de la réduction des déchets. Donc, vous avez le site Réparacteur Occitanie qui est en lien. Et puis plus globalement, les consulaires, hein, pas uniquement les chambres des métiers, mais également les chambres consulaires CCI et puis les chambres d'agriculture ont également des actions sur le sujet et organisent des événements. On a ensuite des clusters spécialisés qui s'occupent de ce sujet, notamment le cluster secondaire, donc qui vise à créer des réseaux d'entreprises pour créer des liens entre les acteurs pour justement faciliter le recours à la réutilisation de biens qui ne sont pas utilisés, et puis le cluster recyclable textile qui agit aussi sur ce sujet-là. Alors là, la slide n'était pas assez grande pour pouvoir tous les citer. On a aussi de nombreux acteurs privés sur le sujet qui interviennent. Donc, on peut citer par exemple Smart sur le reconditionnement de téléphones et de matériel informatique. Eco-Matelas, donc sur des matelas qui sont désinfectés et reconditionnés. Duo Display sur des infrastructures événementielles. En matière de textile, on a par exemple Truck and Mode ou UP. On a des choses aussi sur le BTP. Voilà, il y en a de plus en plus qui se sont inscrits sur cette filière. Et dans le mobilier, on peut citer par exemple Merci René ou Green Bureau. Bien entendu, vous pouvez ajouter des acteurs sur votre territoire à ces listes si vous le souhaitez. Il suffit de nous contacter pour qu'on puisse augmenter la liste. L'idée, c'est que ce support soit évolutif et qu'il puisse être mis à jour régulièrement et augmenter. Après, on ne peut pas parler de 3R sans parler aussi de consignes. Donc, on a de plus en plus d'acteurs de la consigne qui se mobilisent sur le sujet, aussi bien des producteurs que des acteurs qui mettent en place la consigne. Donc, on a notamment sur le sujet du verre, des bouteilles de verre, on a Consigne-Up côté ouest et Hop Consigne côté est. Et puis, on a des acteurs aussi comme Emboîte le Plat sur plus de la vente à emporter qui se développent. Donc ça, c'est vraiment des réseaux qui sont en train de se structurer, de se mettre en place et qui sont accompagnés et soutenus dans ce sens pour limiter les emballages. Et puis on a aussi des acteurs privés comme le réseau Zero Waste qui intervient aussi, qui sensibilise et qui encourage la consigne. On trouve aussi de nombreux outils en ligne disponibles, aussi bien sur Carteco, qui est la carte des structures de l'ESS qui a été fait par la CRES, sur le site de l'Ordeco, donc l'Observatoire des déchets et l'économie circulaire en Occitanie, et puis bien sûr sur la plateforme Cyclope dont je vous ai déjà parlé. Voilà un peu pour le panorama très très rapide de ces différentes contenus de ce support. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment pas de vous présenter le détail, c'était de pouvoir vous dire que ce support existe, qu'il est disponible et que vous pouvez aller piocher dedans si vous le souhaitez. Maintenant, on souhaiterait plus vous montrer un peu comment est-ce que des territoires se sont emparés du sujet et puis ont pu mettre en place différents types d'actions, d'outils, d'activités sur le sujet des 3R et pour pouvoir, on espère, pouvoir vous inspirer, vous donner envie de vous aussi, sur votre territoire, développer ce sujet et l'inscrire dans le cadre de votre PLPDMA. Bruno, est-ce que tu… Oui, bah là on peut profiter de l'occasion pour laisser les intervenants qui suivent le webinaire présenter
leur expérience. Et ça, pour le Covaldem, là, je crois que Déborah Calvé est avec nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre du Covaldem pour présenter cette expérience inspirante. Et je crois aussi qu'il y a Julie Gell du syndicat Centrero qui est parmi nous, ainsi que Yedo, E6, alors là, E6, ESSO, la communauté de communes des Alberts aussi, qui pourra parler de ces petites expérimentations-là. Déborah, là, je vous cède la parole si vous voulez en parler durant 1 ou 2 minutes. Oui, alors pour le Covaldem, c'est ce que vous avez proposé ici, c'est l'outil guide de la réparation et de la réutilisation des objets de la vie courante. En fait, c'est un annuaire, ce qu'on appelle annuaire du réemploi, où on a fait paraître à l'intérieur l'ensemble des acteurs qui peuvent réparer les objets de la vie courante, donc une sorte d'annuaire pour l'utilisateur qu'on distribue en déchetterie en fait pour éviter que les gens jettent leurs objets et puissent faire appel à des professionnels. Alors on s'est aperçu que ce guide physique, c'est très bien, mais le problème c'est que ça évolue très vite et que comme on a aussi un grand territoire qui évolue, les personnes nous ont fait savoir qu'ils aimeraient bien être dessus ou qu'on ne faisait pas apparaître tout le monde. Donc, pour le faire évoluer mieux, on l'a mis en ligne, en fait, et plutôt de manière dématérialisée. Et donc, on a sur notre site internet ce guide, mais qui est beaucoup plus ludique que finalement un guide à télécharger. C'est directement une recherche par thématique ou par objet ou par secteur pour retrouver un réparateur près de chez soi. Un outil évolutif aussi. Voilà. Voilà, un outil qui est devenu évolutif. Peut-être si vous pouvez mettre le lien dans le chat. Les gens veulent aller... Oui, je peux mettre le lien dans le chat. Tout à fait. Merci beaucoup, Déborah. Avec Et là, Julie, pour le cas du Cœur d'Hérault, avec la ressourcerie du Cœur d'Hérault. En 2013, le syndicat Centrero a voulu mettre en place une ressourcerie sur son territoire et du coup, il a sollicité l'association GAM, qui est une association de l'ESS, pour mettre en place cette ressourcerie. Et donc, la ressourcerie marchant très bien, en 2018, le syndicat a choisi d'acheter des locaux directement sur le territoire pour les mettre à disposition de la ressourcerie en échange d'un loyer. Et depuis, on continue à les accompagner sur leurs différents projets. Alors déjà, la ressourcerie peut collecter les objets de réemploi dans nos déchetteries. On les accompagne également sur la partie communication, donc en éditant des flyers, comme vous voyez à l'écran, sur nos réseaux sociaux, en parlant d'eux. On continue de travailler ensemble. Et maintenant, on les aide également dans le déploiement de leurs nouveaux projets, type conciergerie, repasserie. Le syndicat est toujours un appui en fait pour la ressourcerie Cœur d'Hérault. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, on voit différents positionnements de collectivités sur ces actions-là. Et là, je vais céder la main à Yedo sur l'expérience sur les encombrants en territoire des Alberts. Donc, bonjour à tous. Donc, nous, sur notre territoire, on a une association qui s'appelle la Recyclerie, qui récupère les objets afin de les valoriser soit par une valorisation matière, soit par une valorisation via une revente en boutique. Sur cette association, elle a débuté en 2016, c'est une association d'insertion. Et en fait, on a passé un marché avec eux pour qu'ils collectent les encombrants sur certaines communes de notre territoire. Donc au début, c'était 5. Puis chaque année, on a eu de nouvelles communes qui se sont ajoutées. Aujourd'hui, on a 11 communes sur les 15 de notre territoire. Donc la recyclerie, en fait, passe tous les mois sur les communes, une fois par mois, et elle collecte tout ce qui est encombrant. Ce n'est plus nous, la communauté de communes ou les mairies qui s'occupent de cette collecte, c'est exclusivement la recyclerie. Donc ça fonctionne sur rendez-vous, les usagers prennent rendez-vous au niveau des mairies et les mairies font remonter la liste des foyers à les collecter. Après, la recyclerie propose également des collectes sur rendez-vous directement avec les usagers. Donc là, il faut les contacter et eux viennent récupérer les objets qui peuvent les intéresser. Ils font également un accueil à leur boutique où on peut apporter de manière volontaire nos objets.
Sur les taux de valorisation, au début, on était à 85% de valorisation. Là, en 2021, fin 2021, on était à 95%. Et dans le cadre de leur activité d'insertion, ils ont commencé avec 4 employés. Et actuellement, là, en 2021, fin 2021, on était à 31 employés avec 9 sorties vers l'emploi cette année-là. Et en termes de tonnage, on est passé de un peu plus de 300 tonnes à 600 tonnes de matière valorisée par la recyclerie directement. Voilà. Oui, des résultats très concrets, du coup, sur des actions qui ont été mises en place, et des partenariats sur le territoire. Est-ce que peut-être il y a des questions aux différentes intervenantes, des précisions à apporter Est-ce que peut-être bon, on prolongera ensuite sur les autres expériences. Il y a d'autres personnes qui veulent aussi peut-être présenter des expériences sur leur territoire. Bah, merci beaucoup pour ces exemples qui illustrent bien comment est-ce qu'on peut mettre en place du réemploi sur son territoire. Avec plaisir. Ensuite, on avait aussi repéré des collectivités qui ont fait le choix de mettre des vidéos, de faire des vidéos, donc notamment la communauté d'agglomération de l'Albigeois, qui a préparé 3 petites vidéos qui avaient été préparées dans le cadre de la semaine de réduction des déchets en 2020. Donc, sur comment relooker des vieux meubles, comment réparer son électroménager et comment réparer des anciennes chaussures. Donc, des petites vidéos très courtes, assez sympas qui permettent donc d'encourager ces actions-là. Alors, je pense que là, dans le document, vous n'avez pas forcément les liens. J'essaierai de vous les communiquer parce que je pense que là, normalement, c'est cliquable, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne sur le support qui est disponible en ligne. Oh, j'étais trop vite, pardon. On a ensuite Trifil, qui a aussi fait différentes actions pour encourager l'allongement de la durée de vie des objets. Est-ce Oui, que... oui, je suis là. Bonjour à tous. Voilà, juste vous avez sous les yeux donc une diapo qui met plutôt en avant les actions de communication vers le grand public. Alors surtout sur le site internet par rapport aux actions à faire avant d'amener les objets en déchetterie. Voilà, donc ça c'est de la communication. On a fait aussi une affiche sur le textile, puisqu'en fait on sort d'un Modécom tout venant et OMR l'année dernière, qui prouve que malheureusement il y a encore beaucoup de textiles, notamment dans les ordures ménagères. Donc l'idée c'était de montrer que voilà, le textile, en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Donc on a fait une campagne assez importante là-dessus l'année dernière. Voilà pour ce volet-là. En parallèle, donc, on nous a demandé aussi de parler rapidement de ce qu'on essayait du travail qu'on essayait de faire à l'échelle de notre territoire. Donc, juste pour ceux qui ne visualisent pas, on a un syndicat de traitement sur une bonne partie du Tarn, une petite partie de l'Hérault et de la Haute-Garonne. Et donc, on a 6 recycleries sur le territoire. Donc, on leur propose de conventionner avec nous pour faire de la récupération en déchetterie. Donc, c'est en amont du dépôt dans les bennes. Donc, simplement, on conventionne avec eux sur tel ou tel type d'objet pour venir récupérer sur une journée ou une période en fonction de la demande. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a commencé en 2020. On en est à une douzaine de conventions signées avec des recycleries voilà, pour faire de la récupération d'objets. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de prolonger en aménageant sur 2 sites où on a la place, une zone pérenne pour que les recycleries puissent venir faire de la sensibilisation, mais aussi de la récupération, en leur laissant la possibilité de venir 1 ou 2 journées par mois sur nos sites pour simplement être présent et voilà, sur les sites de test qu'on va mettre en place, avoir un affichage un peu permanent sur le réemploi. Voilà un petit peu pour ça. Et en parallèle, on essaye de travailler, puisque les recycleries travaillent en réseau sur le territoire, donc essayer d'accueillir les directeurs des structures ou d'aller faire des journées d'échange entre bénévoles et
Donc d'y aller, d'expliquer comment fonctionne un petit peu le traitement des déchets dans le département et de voir un peu ce qu'ils ont apporté à nous aussi, puisque chaque recyclerie, alors c'est pas des chiffres aussi importants que la ressourcerie qu'on a attendu juste avant, mais voilà, chaque structure détourne entre 20 et 30 tonnes par an, donc finalement à l'échelle du territoire, ça commence à faire quelque chose, quoi. Voilà, c'est des projets qu'on essaye de développer sur le long terme. Voilà pour moi. Merci Marc. Avec la précision quand même que Trifil gère souvent le haut de quai et le bas de quai dans les déchetteries. Oui, tout à fait. Et là, on a une expérience qui a lieu sur le Déco7. Je crois que David Lambert ou quelqu'un d'autre du Déco7 est présent là, s'il souhaite en dire 2-3 mots. Une autre action inspirante là, qui est un showroom du réemploi, une sorte de vitrine, qui a une vertu aussi, beaucoup d'information, communication, exemplarité. Oui, je suis là, David. Attendez, je vais mettre la caméra. Bonjour. Oui, donc Déco7, là, le showroom est installé sur la déchetterie de Plaisance du Touche. Donc c'est une déchetterie qui fait à peu près 1 hectare, un peu plus même. Donc là, on est voilà, une dimension un peu atypique de ces sites. En fait, l'objectif de ce showroom, c'était de mettre en valeur les acteurs du territoire par rapport aux objets qu'on pouvait retrouver dans leur boutique. Parce que le nerf de la guerre, en fait, pour ces acteurs, c'est surtout que les flux repartent et soient revendus à petit prix, ce qui permet d'équilibrer aussi leur fonctionnement. Donc là, sur ce site de Plaisance, on a à la fois donc, ce showroom qui permet donc qui change toutes les saisons, en fait, comme c'est marqué sur la diapo d'ailleurs, je me rends compte. Donc là, c'était des saisons, donc il y avait plusieurs thématiques, il y avait la chambre d'étudiants, la période de Noël. Là, aujourd'hui, on a fait culture et loisirs. Donc voilà, il y a des thématiques un peu ciblées. Et on a fait une carte de l'ensemble des acteurs du territoire aussi, qu'on aperçoit au fond là, de la salle. Donc c'est un site où il y a une grosse zone de dépôt réemploi avec un gros local aussi réemploi, parce que c'est un site qui fonctionne malheureusement, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais voilà, très très bien. Nous aussi, comme Trifil, on a mis en place aussi toute une politique de conventionnement avec les acteurs du territoire sur l'ensemble des sites. Donc nous, on a mis en place des locaux réemploi. Donc là, c'est des locaux pérennes. Et en parallèle, sur Toulouse, on a une recyclerie qui est la glanerie, qui, elle, a du personnel sur place pour orienter les usagers à bien déposer leurs objets encore de bonne qualité dans les conteneurs réemploi. Voilà, je ne sais pas si vous voulez plus d'infos sur le showroom ou sur les actions menées, n'hésitez pas. Merci David. Et je crois qu'on a la diapo suivante qui représente un partenariat entre une communauté de communes et des acteurs pas forcément identifiés réemploi sur leur territoire, mais qui peuvent être des parties prenantes de ce sujet. Je ne sais pas si on a Ivan Martin parmi nous, de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, pour présenter un peu plus l'expérimentation. Mais là, sur la diapositive, vous avez le descriptif et même un lien au petit GED, qui est le centre de ressources un peu de l'ADEME sur le sujet de la prévention, hein, que vous devez certainement connaître, qui a une fiche spécifique sur cette action. Voilà. Non, je crois qu'elle n'est pas parmi nous, Ivan Martin. Très bien. Et une autre qui rejoint un peu des actions déjà présentées, mais qui ont une envergure un peu plus globale entre une déchetterie sur le territoire de Tom Pézenas-Agde et une recyclerie qui existe depuis plusieurs années, le Reinhardt, où on fait à la fois la collecte en déchetterie, comme ça a pu être présenté avec certains horaires de dépôt, un cahier des charges à respecter sur les produits qui intéressent la recyclerie.
et derrière, différentes animations ou opérations pour permettre, comme l'a dit David, hein, de répondre à cet enjeu d'écoulement des produits et d'éviter le stockage avant l'évacuation. Oui, c'est vrai qu'ils ont eu une Je crois approche qu'on a aussi personne avec de un côté. Prismas Ag là. Si, on a quelqu'un? Oui, c'était Prisca qui c'était juste pour préciser que c'est vrai qu'eux, ils avaient des actions aussi avec un bistrot potager et puis des événements qui permet aussi d'attirer des personnes qui ne sont pas forcément au départ sensibilisées par ces questions-là et qui, en venant pour autre chose, découvrent que finalement, le réemploi, la seconde main, c'est pas forcément quelque chose qu'il peut y avoir des très belles choses, des très beaux objets et qu'on peut faire des affaires très intéressantes. Et bien souvent, comme beaucoup de structures, ils sont, un peu submergés par, les dons, et donc c'est pour ça qu'ils ont aussi mis en place, un peu des choses un peu plus structurées pour, expliquer ce qui était accepté et pas accepté, pour ne pas crouler, sous, des montagnes, d'objets qu'ils n'arriveraient pas forcément du coup à remettre en valeur pour qu'ils trouvent ensuite une deuxième utilisation. Là, encore le Covaldem. Déborah, si vous êtes toujours là. Oui, je suis toujours là. Oui, le Covaldem, on a fait le choix de mettre l'ensemble des outils sur un même site pour le permettre une meilleure visibilité et faire visiter l'ensemble du site par des usagers, des écoles, enfin tout type de public. Donc sur le site, on a effectivement une partie Recy-Drive, donc la déchetterie nouvelle génération, comme on dit. Le drive à l'envers, en mode on vient déposer ses déchets, en 3 minutes, c'est sorti du coffre. Où effectivement, on n'a plus des agents de déchetterie ou des gardiens de déchetterie, mais des agents valoristes qui vont pouvoir identifier les objets qui peuvent être récupérés et réemployés, réutilisés en l'état ou avec quelques petites réparations. Et en face de la déchetterie du Recy Drive, le grenier, donc la boutique qui a été mise à disposition pour revendre les objets qui ont été récupérés via la déchetterie. Alors, c'est une approche globale avec 2 associations d'insertion qui sont déjà sur de la recyclerie dans leur propre structure. NP2 Environnement de Lézignan et le Parchemin de Limoux. Alors, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'acteurs identiques sur Carcassonne, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à eux. On a réuni l'ensemble des acteurs potentiels autour de la table avant de monter ce projet. Et c'était les seuls qui nous ont dit on sera capable de gérer le flux de déchets parce qu'il y a quand même une centaine de tonnes par an à dévier. Donc ça représente quand même un volume assez important. Et il fallait qu'ils soient en capacité d'avoir les moyens de récupérer, de remettre en valeur et de revendre ces objets-là. C'est un chantier d'insertion qui est tripartite avec aussi Suez à l'intérieur. Enfin, Audeval, notre prestataire dédié, c'est Suez, hein, mais ils ont créé une société dédiée qui s'appelle Audeval dans le cadre de la gestion de la DSP. Ce chantier d'insertion, ce qui est intéressant, c'est que les agents sont directement mélangés aux agents de chez Suez. Les agents en insertion et les agents de chez Suez sont mélangés, on ne voit pas la différence. Donc il y a une partie véritable insertion sociale. Et en plus de la déchetterie sur Carcassonne, les associations vont récupérer aujourd'hui maintenant dans 7 de nos déchetteries, 7 déchetteries sur lesquelles on a pu mettre en place facilement un espace de détournement. Donc, ce sont directement là les gardiens qui mettent de côté et ensuite les associations d'insertion viennent récupérer sur des moments des temps calmes en déchetterie, on va dire. Ça, c'est un cercle vertueux de la récupération.
Tous les objets ne viennent pas au grenier puisqu'ils peuvent directement les vendre dans leur structure ou à Limoux ou à Lézignan. C'est eux qui décident de où est-ce qu'ils les vendent. Il y a aussi un grenier ambulant, donc un outil, un petit camion ambulant qui va dans les villages avec un planning défini et l'accord des mairies, vendre les objets puisqu'on a quand même un département relativement rural avec un problème de mobilité forte. Donc on s'était dit qu'il était intéressant de pouvoir amener le magasin au plus près des habitants et ceux qui en ont le plus besoin. Donc il est aussi présent sur des quartiers prioritaires, puisque le grenier, il faut savoir qu'il est dans la zone industrielle. Donc certes, il y a le bus, mais tout le monde n'a pas l'habitude de se déplacer selon son mode de vie. Et donc sur cette... il gère en sécurité, il gère en sécu, et donc du coup, il l'a pris 15 jours là, et il revient le lundi soir. On est plusieurs. Et il revient... Et donc l'espace pédagogique, c'est un outil, lui, qui est surtout à destination des enfants, qui a été construit avec l'Éducation nationale et un partenaire privé que l'on avait pour monter le projet également. Plus d'1 an de construction sur le papier et après bien 6 mois de mise en œuvre pour obtenir un espace qui est très intéressant, évolutif et interactif, puisque c'était un peu l'idée de le faire évoluer, où on fait une visite avec des tablettes, avec de l'immersion totalement ludique. Voilà. C'est très, très orienté cycle 3, donc CM1, CM2, 6e. Mais on a de tout âge qui vient visiter le Triaventure et on peut s'amuser même quand on est un adulte. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ça ou est-ce qu'il faut faire plus de choses? Merci Déborah. Des questions? Des remarques? Profitez. Peut-être, nous, on peut en poser des questions parce qu'on en a plein. Peut-être une question qui peut intéresser, c'est de savoir, est-ce que ces différents outils connaissent aujourd'hui des freins? Est-ce qu'il y a encore des perceptions qui bloquent? Est-ce que c'est au niveau des publics? Est-ce que c'est au niveau des élus? Est-ce qu'il y a des choses qui freinent ces dispositifs? Est-ce que vous êtes finalement satisfait des résultats? Et puis, alors ça s'adresse aussi à tout le monde, est-ce que, il y aurait des besoins que vous avez, pour, encourager les 3 R davantage si besoin, si jamais, sur votre territoire, vous n'avez pas forcément, le même niveau, de prise en charge du réemploi, sur votre territoire? Donc peut-être vous donner un peu la parole sur ces différents sujets, sur vos perceptions et sur, où est-ce que, il y aurait des choses à faire encore? Des choses à faire, je pense qu'il y en a plein. Sur la partie Recy-Drive grenier, donc le réemploi et le détournement, on n'a pas forcément un frein clair, ni des élus, ni une volonté évidente de freiner les actions. Ce qui freine aujourd'hui, c'est la mise en place sur l'ensemble des châteries d'espaces de détournement, bien que ça a été prévu et qu'on a des locaux qui permettent de détourner une partie, les locaux ne sont pas forcément suffisamment grands vu le volume à détourner. On se retrouve face à des problématiques très pratico-pratiques, logistiques, quoi. Et où on se dit, ah, mais si on avait su, on aurait prévu 2 fois plus de place, quoi, même sur le magasin. Des choses comme ça. Après, non, les élus sont plutôt favorables à la mise en œuvre, favorables au développement, puisque c'est aussi l'idée que l'on a de développer sur l'ensemble de nos déchetteries. Après, ce qui freine, évidemment, c'est toujours, il faut que ça a un coût quand même. Hein. À un moment ou à un autre, il faut payer ces associations pour qu'elles puissent aller les récupérer en déchetterie. Et ça limite forcément
nos possibilités, sachant que la récupération ne suffit pas, enfin le coût évité ne suffit pas à financer l'activité, quoi. Est-ce qu'il y aurait d'autres témoignages sur justement ces aspects de perspective et de frein? David, moi je suis un peu comme Déborah. Sur nos sites, on voit le flux qui est apporté. On a des conteneurs maritimes assez importants, mais il faut pas suffisant. Pourtant, les structures elles passent au moins une fois par semaine, voire deux. Donc voilà, on n'imagine pas tout le flux d'objets qui transitent, mais et qui sont de qualité hein, pour la plupart. Effectivement, il y a quand même cet aspect qualitatif et de sélection d'objets que là, nos agents de déchetterie ou les agents de Suez, ça dépend des sites. On a des sites en régie, des sites en prestation, mais là, on voit qu'il y a des besoins quand même de formation quand même des agents aussi pour déterminer ce qui est vraiment du réemploi et pas du recyclage, parce que voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que tout à l'heure, les chiffres annoncés, je pense que les 600 tonnes là, sur les Alberts, je pense qu'il y avait du recyclage et du réemploi. Parce que si on vise que le réemploi, c'est un peu plus sélectif. Enfin, nous, on voit sur les déchetteries, déjà, si on a entre 30 et 70 tonnes, c'est déjà pas mal. Et là, je vois qu'il y a les Alberts qui vont prendre le. En effet, on a la valorisation matière, donc c'est du recyclage. Ouais, Après, on a la partie réemploi, où directement c'est revendu en boutique. Parce que nous, en fait, sur la collecte d'encombrants, ils prennent tout. Et c'est après eux derrière qui font un tri. Et, voilà. Et après, sur les freins, sur les caissons en déchetterie, parce qu'on a également des caissons de la recyclerie en déchetterie, justement, vous parliez de l'importance de la formation des gardiens. Parce que c'est en déchetterie, nous, sur notre territoire, c'est vraiment le gardien de déchetterie qui va être le levier du bon fonctionnement du caisson maritime de la recyclerie. Voilà, nous, on a cet aspect-là. Il y a des sites, en fait, où c'est vraiment que les agents de déchetterie, les gardiens, en fait, qui sont là pour vérifier effectivement que le flux est correct. Et il y a d'autres sites où il y a aussi des personnes de la recyclerie. Donc, on a vraiment des modèles un peu différents sur les sites. Après, nous, c'est aussi sur les sites, on va dire autonomes, c'est le problème qu'on a le plus, c'est que les usagers arrivent à identifier ces zones réemploi. Donc là, je sais on essaie de travailler un peu sur la communication, en tout cas la signalétique qui permet de voir ces zones réemploi. Peut-être qu'on se rapprochera de Covaldem, qui a toujours des bonnes idées de com. Voilà, Déborah. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille. Alors, on pense à mettre des caissons roses, enfin voilà, des trucs très percus, parce que voilà, on a aujourd'hui sur nos sites, on a des zones réemploi, mais on a juste un petit panneau zone réemploi, donc c'est pas suffisant. Donc, on est en train de tester sur des sites justement de l'information. Et pareil, là, c'était à Pézenas, là, je vois, il y avait une recherche sur ce que l'on prend, ce que l'on ne prend pas. Et bien, là, c'est pareil, on essaye on a mis en place un logigramme pour identifier, en tout cas que le parcours de l'objet dans la tête de l'usager qui vient sur site se dise j'ai un objet qui est en bon état, qui n'est pas cassé, qui est complet, etc. Et donc là, ça va bien ici. Mais par contre, si ça ne répond pas à ces critères-là, ben, je l'amène dans la déchetterie, enfin dans une benne de la déchetterie, quoi. Je ne le dépose pas dans cette zone. Donc ça, voilà, on a des choses qu'on essaye d'évaluer aussi, ce qui fonctionne. Et des fois, effectivement, les gens ne voient même pas la zone réemploi. Donc là, c'est le plus gros souci qu'on a aujourd'hui. Sur les zones autonomes, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'agent qui est toujours présent pour leur dire vous avez la zone réemploi. Voilà. Parce que des fois, il n'y a qu'un gardien. Donc, Nous, sur nos caissons en déchetterie, en fait, ils sont bien identifiés. Visuellement, on les distingue, mais on se retrouve obligé de les fermer parce que sinon, on peut avoir des usagers qui vont directement déposer dedans.
et des choses qui ne vont pas là, mais également des usagers qui vont venir se servir. Ah bah Et ça donc, oui. on se retrouvait des fois avec des caissons qui sont fait vider par Ouais, les usagers de la ouais. déchetterie. Donc, on a cette problématique, nous, de savoir comment on peut gérer le fait que nos caissons sont fermés et du coup, ça n'incite pas forcément les usagers à aller vers ces caissons-là. Et en même temps, gérer tous ces objets qui sont sortis par les usagers parce que les gens récupèrent des choses. Donc, c'est une des problématiques auxquelles on fait face actuellement. Bon, après, il y a des choses aussi qui sont récupérées par les usagers, mais bon, ça, c'est un autre débat. Participe à l'objectif. Voilà. Là, vous avez un autre exemple de quelque chose qui est fait pour mettre en valeur le réemploi, qui revient un peu à une sorte de showroom, hein, qui est fait en Charente-Maritime, un cyclobox. Donc, c'est un conteneur qui a été aménagé avec des objets de réemploi pour que tout rentre dans une box quand on veut, et puis on peut le sortir si on veut. Oui, alors il y a aussi d'autres outils qui ont été mis en place comme le chèque réparation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Toulouse Métropole qui est présent? J'ai pas vu. Donc chèque réparation pour permettre de contribuer, encourager les personnes à faire réparer un objet plutôt que le jeter et en acheter un nouveau. Donc avec un montant de 30 de la réparation qui est pris en charge, avec 100 € maximum de 100 €. Donc pour les particuliers sous condition de ressources, avec des perspectives de travail sur les Fab Labs, sur ces réparations également. Donc autre levier pour encourager la réparation. Peut-être avant de finir sur la suite, est-ce que d'autres personnes veulent témoigner, poser une question? Oui, Stéphane Aubry, je voudrais juste ajouter un petit truc si je peux. Sûr. Mettre ma caméra. Hop. Bonjour, donc je suis le responsable région Sud-Est, mais bon, ma collègue Sud-Ouest en général, elle est là, Coralie Cousy, mais on se partage un peu l'Occitanie de par l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc bonjour, on s'occupe donc d'écosystème. Juste deux, trois petites précisions. Donc il y a les fonds réemploi qui ont été mis en place en ce début d'année pour les deux éco-organismes, écosystème et écologique. Je vous ai mis le lien pour que les associations qui souhaitent se rapprocher de ce fonds s'enregistrent. On est dans la phase d'enregistrement dans un premier temps. Dans le deuxième semestre, on va déployer les différentes actions. Ensuite, il y a un fonds réparation qui a été lancé suite à la loi AGEC en ce début d'année. Alors, ce fonds réparation, il va concerner les réparateurs d'électroménager, de la partie téléphonie, informatique, etc. Donc, c'est à peu près 20 000 réparateurs en France qui sont concernés. Et il y aura un label qui s'appelle le label Quali Répar. Donc, je vous mettrai le lien sur Écosystème pour avoir ces informations. Ce label Quali Répar, il va permettre à tout à chacun si vous avez un appareil à faire réparer, d'avoir une participation dans la réparation de l'éco-organisme. Ça sera un bonus réparation. Je vais faire simple, mais si vous avez une machine à laver à faire réparer, qu'il y en a pour une centaine d'euros, bah, il y aura donc une part qui sera prise en charge par écosystème, directement en lien avec le réparateur. Donc vous n'aurez pas à avancer cette somme, ce sera directement mis en place et géré par écosystème et le label Quali Répar. Donc ça, c'est un point important au niveau des territoires, si vous le souhaitez le mettre en avant. Je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à le diffuser parce qu'à partir de septembre, on va accélérer, puisque là, on est dans la phase pareille d'enregistrement de ces réparateurs, et on va accélérer le déploiement à partir de la rentrée. Et puis après, je voulais donc saluer toutes les initiatives, j'en connais certaines. Juste un point important par rapport au D3E. Il y a une valeur sur ces déchets, ont une certaine valeur. Ils attirent beaucoup de brokers, de gens qui aimeraient avoir des lots pour pouvoir les revendre, etc. Donc, lorsque vous confiez un volume de D3E à une association, à une ressourcerie, etc., assurez-vous que ces déchets restent dans la filière. Dans la nouvelle convention qui arrivera à partir de août-septembre pour les 6 prochaines années, tout cela va être beaucoup plus détaillé et le schéma de collecte, de reprise des D3E qui ne sont pas réemployés
par la filière sera bien plus expliqué, enfin ça sera plus explicite. Voilà. Donc à partir de septembre, que ça soit écologique ou nous écosystème, on va revenir vers les collectivités en déployant cette nouvelle convention. L'objectif, c'est que les tonnages restent dans la filière, ne s'évaporent pas. Vous savez qu'il y a beaucoup d'appareils qui sont aujourd'hui exportés, qui sont vendus de par leur matière, hein, qui peuvent être. Mais il y a aussi un point très important, c'est les données. Les données qui sont dans des ordinateurs, qui sont dans des téléphones. On a un cas précis où une personne a donné son ordinateur à la déchetterie pour le recyclage. 6 mois après, il a eu un chantage sur les photos qui étaient dedans. Donc, il a porté plainte. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est qu'il y avait une personne qui venait de temps en temps chercher des ordinateurs. L'agent le savait, mais n'avait pas remonté cette info en interne. Et cette personne réparait, reprenait des pièces, puis au bout d'un moment, il vendait les lots. Et puis voilà, dans les différentes ventes successives de cet ordinateur, c'est arrivé à des gens qui en ont profité et ça a fait une petite délinquance. Donc il y a une attraction, il faut faire très attention quand même lorsqu'on confie les D3E à ce que derrière, ça ne soit pas une valeur marchande pour revendre. Ça ne permettra pas une pérennité de la ressourcerie ou de l'association. Ce n'est pas le fait de revendre des D3E derrière qui permettront de combler, entre guillemets, ou d'équilibrer les charges. C'est pas là qu'il y aura la réussite quoi, de l'association. Voilà, c'était le petit mot que je voulais vous dire. Et si vous avez des questions, profitez-en. Merci Stéphane. Merci à vous. Moi, j'aurais une question pour tous les participants là. Hein. Vous êtes des collectivités pour la grosse majorité, engagées ou pas sur des actions de prévention. Et ce sujet de remploi, est-ce que vous étiez arrivé à l'appréhender concrètement et quelles étaient vos difficultés? Et là, est-ce que vous vous sentez un peu plus armé pour, entre guillemets, y aller, quoi? Pas de réaction? J'espère quand même que cela va quand même vous outiller parce qu'un des objectifs, c'est vraiment d'inciter l'ensemble des territoires à s'engager, à engager le mouvement comme quelque part, quoi. Voilà, pour contribuer de manière collective à tous ces efforts et ces objectifs de réduction qu'on doit collectivement atteindre. Peut-être aborder la suite des événements. Je crois que Prisca, vous avez présenté le calendrier des animations qu'il y avait dans le réseau SPGD. On va vous présenter les prochains rendez-vous, dont aujourd'hui. Alors, nous sommes à la fois dans le futur, le présent et le passé, hein, plus ceux d'autres partenaires, surtout sur le sujet biodéchets à travers d'autres réseaux, réseau Compost Citoyen ou l'ADEME. Et là, un peu d'avant-première, qui a été plus ou moins présenté lors du colloque de l'Ordéco de la semaine dernière au sein de l'atelier collectivité, hein, pour ceux qui y étaient. On vous annonce d'ores et déjà le lancement du PAC Transformation Déchets Occitanie, enfin, qui n'est pas encore lancé parce qu'il va être présenté à nos élus le 13 moi, je lui ai dit, il faut que tu regardes tout, le moindre truc. Et on anticipe un petit peu en annonçant un webinaire de présentation avec la présence d'Agnès Langeville, notre vice-présidente, pour présenter ce nouveau dispositif, le jeudi 8 septembre, de 11h à 12h. Et j'aurais dit, sans donc, vous en dire ce plus, week-end, mais en vous y invitant, pas fortement, quoi, hein, mais vous avez l'avant-première. Voilà, et puis bien sûr, à noter dans vos tablettes, hein, sur le sujet plus global, au-delà du déchet, hein, le forum régional de l'économie circulaire. Vous avez aussi l'avant-première de l'affiche. Multi-partenarial, multi-acteurs, le 13 octobre 2022, à la Cité de l'économie à Toulouse. Vous avez aussi l'exclusivité de l'affiche. Il y a fait débat. Un prenez date va être
prochainement envoyé. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre participation et vos interventions. Et on vous souhaite un très bon été. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins de contacts, de présentation d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on partage des expériences. C'est un peu l'objectif de ce réseau SPGD. Contribution permanente. Merci. Merci. Merci à vous. Ouais. Au revoir. Bonne fin de journée.